Bonsoir Los Santos, ici Ciel Shepard. Et ce soir, ce n'est pas l'or qui brille, mais ceux qui rampent dans l'ombre. Les rues murmurent, les lumières vacillent et les secrets refont surface. Accrochez-vous à vos balais, préparez vos crucifix, car il est l'heure du débrief maudit de la semaine. Entre potins, rumeurs et vérités exhumées. Plusieurs conférences se sont enchaînées, et autant dire que les révélations étaient explosives. Monsieur Abramoff a pris la parole pour éclaircir l'un des plus grands mystères récents. Le projet Rédemption, aussi appelé Projet R. Conçu à l'origine par Yuri Abramoff, il était né de la peur des naturels et visait à créer un agent létal capable de les éliminer. Le projet n'a jamais été mené à terme, mais il a récemment été repris par Roberto et ses alliés nécrotiques. D'après Abramoff, Roberto tenterait aujourd'hui d'inverser la machine, afin qu'elle cible cette fois les non-naturels, et il aurait environ 1 à 2 semaines pour y parvenir. Face à la panique, Nexus appelle au calme et annonce travailler sur un vaccin destiné à neutraliser les effets du projet R. Un appel au don de sang naturel a été lancé pour accélérer sa conception, et 1 million de doses seraient déjà promises au gouvernement. Abramoff en a aussi profité pour lâcher une bombe. Selon lui, son père, Yuri Abramoff, n'est pas mort d'une crise cardiaque, mais aurait été assassiné par Adam Lorenz, qui est le berger lui-même. Du côté du gouvernement, le gouverneur d'Umpoel a également pris la parole. Il appelle à l'unité et au calme, malgré le maintien du DEFCON 2. Rappelant que le LSPD dispose désormais de tous les moyens pour lutter contre la menace nécrotique. Main dans la main, dit-il, face à cette crise qui divise la ville. Le lieutenant-gouverneur Truman, lui, a frappé fort. R comme Roberto, R comme Rédemption. Il annonce une grande campagne de dons de sang prévue pour lundi et mardi, en soutien à Nexus et à la recherche du vaccin. Enfin, le capitaine Ventrèche a inauguré les nouveaux locaux du LSPD, détruits lors de la dernière attaque nécrotique. Il a révélé qu'un système d'identification des nécrotiques est désormais en place. Toute personne portant la marque aura 1 semaine pour la retirer ou afficher un signe visible indiquant son appartenance. Sans quoi, elle risque la perte de sa nationalité, voire pire, la peine de mort. Ventrèche a également confirmé avoir travaillé avec le berger dans les années 1998, à l'époque pour espionner Yuri Abramoff sur le projet Rédemption. Un passé qu'il dit regretter, mais qu'il explique par les circonstances de l'époque, notamment la pression exercée par le berger qui tenait son fils naturel entre ses mains, car il l'entraînait. Pris au piège, Ventrèche n'aurait eu d'autre choix que d'obéir. Il conclut en évoquant ce fils aujourd'hui passé du côté des nécrotiques, un héritage douloureux qu'il porte encore. Côté plus léger, de nombreuses citrouilles ont fait leur apparition en ville. Les citoyens sont vite devenus fous et accros à ces bonbons. Honte sur la pharmacie. Le docteur Kessler, propriétaire de la pharmacie, est parti avec la caisse de son entreprise et a tout simplement disparu dans la nature. Une affaire qui laisse employés et clients bouche bée. Et une question sur toutes les lèvres. Où est passé le docteur Kessler? Suite à la disparition du docteur Kessler, son box privé a été mis aux enchères et remporté par monsieur et madame Beckett pour la petite somme de 370 000 $. Un prix qui n'a pas refroidi les curieux, notamment les Dixon venus fouiller le box dans l'espoir d'y dénicher quelques trésors. En parallèle, la campagne de don du sang se poursuit. Les pompiers ont installé un stand devant le gouvernement pour soutenir la recherche sur le vaccin contre le projet R. Le gouverneur d'Umpoel a même décidé de fermer temporairement la roue afin d'encourager la population à venir donner. Et pour égayer un peu l'ambiance, le Bahamas, sous la houlette de Johnny John Jones, que j'aime appeler Triple J, a organisé un flash mob spécial Halloween. Ambiance garantie et costume à gogo. Nouvelle cérémonie pirate, ouverte sur un chant religieux impressionnant, avant une mise à l'épreuve pour les nouveaux venus. Porté par l'ambiance, je me suis laissé tenter à y participer. Mais la soirée a été brusquement interrompue par le LSPD. Dommage, l'expérience s'annonçait mémorable. La vaccination de la population a débuté. De nombreux citoyens se sont rendus au gouvernement pour se protéger du projet R. Et pour terminer la journée, sur une note un peu plus festive, une rave party s'est tenue derrière le peur. Tout se passait bien jusqu'à ce que la fête dérape. Intervention du LSPD, attaque de naturel et une soirée qui a littéralement viré à la tempête. Il est des soirs où la ville semble respirer autrement. Des soirs où l'air se charge d'une fièvre étrange, où les rires ne sont plus que des cris déguisés. Ce soir-là, Los Santos vibrait au rythme d'Halloween. Une vibration sourde, presque organique, qui courait sous la peau des passants et résonnait jusque dans le bitume. Au complexe Renard, la foule s'amassait, comme un essaim de papillons fous attirés par la lumière. Les murs résonnaient, des éclats de voix. Les bonbons s'entassaient en montagnes écarlates et dorées. Et dans l'air flottait cette odeur sucrée, qui finit par écœurer l'âme. Je me souviens, oh oui, je m'en souviens trop bien, de cet homme au regard vitreux dont les doigts tremblaient encore de désir sucré. Il avait englouti 1102 bonbons. 1102. Un exploit d'enfant, un supplice d'adulte.
Son rire s'était éteint lentement, comme si le sucre avait remplacé le sang dans ses veines. Puis vint la rave, cette orgie de sons et de lumière, ce sabbat moderne où chacun se perdait dans la pulsation des basses, dans la morsure du stroboscope. Les corps tournaient, se tordaient, se heurtaient, et moi, dans cette marée humaine, je sentis un frisson courir le long de ma nuque, un vertige, un souffle glacé, et puis le vide. Quand je rouvrais les yeux, la fête n'était plus. J'étais allongée sur un sol froid, et la lumière blafarde d'un néon grinçant se reflétait sur des murs d'un blanc maladif. L'air y sentait l'ammoniaque, la peur et la mort. À mes côtés, Walter Colton, mon fidèle ami et compagnon de cette misère. Une note abandonnée sur une table expliquait que nous faisions partie d'un test, enfermés par groupe, et que les autres nous attendaient au sous-sol, si nous voulions survivre. En fouillant les lieux, nous avons mis la main sur la 27e citrouille, celle qui me hantait depuis des jours. Toutes les portes étaient verrouillées, chaque couloir semblait vouloir nous avaler. Mais au sous-sol, nous avons finalement libéré les autres captifs. Au total, nous étions 9 âmes piégées dans un cauchemar. Andrew, Johnny John Jones, Madison, Miss Lawrence, Miss Simone, le pirate Ventruche et un certain Taylor. Et évidemment, Monsieur Colton. C'est là que nous avons trouvé le journal d'un certain Sam, celui-là même qui nous avait laissé les indices pour fuir. Mais pour sortir, il fallait rassembler plusieurs objets essentiels, des dossiers de recherche, un fusible et de l'essence. Et surtout, détruire toutes les données afin d'arrêter ces recherches horribles. Au fil de notre exploration, Simone a dû boire un sérum de phase pour récupérer des documents cruciaux. Mais ce sérum l'a rendu intangible. Et sous la direction de Triple J, j'ai moi-même préparé un contre-sérum, un mélange instable mais efficace. Et miracle, Simone est redevenue palpable. Mais maintenant, il fallait fuir par le sous-sol. Nous avons poursuivi notre descente dans les entrailles du bâtiment. Un tunnel humide couvert de moisissures s'ouvrait devant nous. L'air y était si froid qu'il coupait la respiration. Mais notre cauchemar n'était pas terminé. Il nous fallait rallumer la tour radio. C'est là notre dernier espoir, ce phare de métal dressé dans la nuit, muet depuis trop longtemps, dont l'ombre semblait ployer sous le poids des morts qu'elle avait vu passer. Nous avons replacé le fusible dans son logement, comme on replace un cœur dans une poitrine froide, espérant qu'un miracle vienne ranimer la voix du monde. Mais le générateur demeurait muet. Et le bidon que Maddy tenait entre ses mains était vide. 3 de nos compagnons, braves fous, désespérés, repartirent dans les entrailles du bâtiment maudit, pour y chercher de quoi redonner souffle à la machine. Nous attendions nos compagnons dans la nuit glaciale. Autour de nous, le vent soufflait contre la carcasse métallique de la tour radio, sifflant à travers les antennes brisées comme une plainte venue d'un autre monde. L'obscurité semblait s'étirer, lourde, oppressante. C'est alors qu'elle est apparue. Une femme. Elle portait une blouse médicale, souillée de taches sombres qu'aucun lavage n'aurait pu effacer. Sa peau avait la pâleur cireuse des cadavres. Et dans ses yeux, ou plutôt dans ce qu'il en restait, il n'y avait rien, rien d'humain. 2 orbites vides, sans éclat qui semblaient absorber toute lumière. Mais le pire, ce fut son sourire. Un rectus déformé, figé, étiré au-delà de ce que la chair peut tolérer. Il n'exprimait ni joie, ni colère, ni douleur. Seulement une sorte de satisfaction macabre, comme si elle savait déjà ce qui allait nous arriver. Nous avons essayé de lui parler, par réflexe sans doute. Puis, sans avertissement, elle se jeta sur nous. Je n'ai que des souvenirs flous de ce qui suivit. Les hurlements, les coups, les bruits sourds d'un corps qui s'écrase contre le sol. Quand le silence revint, elle gisait à nos pieds, le visage brisé, mais son sourire restait intact. Même dans la mort, il demeurait là, suspendu, comme une injure faite à la raison. Nos 3 compagnons revinrent peu après, essoufflés, couverts de sueur et de peur. Ils avaient trouvé ce qu'il nous fallait. L'essence fut versée dans le générateur, le moteur toussa, cracha une épaisse fumée, puis la radio grésilla un instant avant qu'une voix ne réponde enfin à nos appels. Le Lespidi, on nous avait entendus. Un hélicoptère fendit les nuages peu après. Les pales déchiraient l'air et la poussière s'élevait autour de nous. Nous étions sauvés, pensions-nous. Mais alors que la tour s'éloignait, j'ai cru entendre, porté par le vent, un son étouffé, des pleurs lointains déchirants. Peut-être les chercheurs pleurant la perte de leur cobaye, ou peut-être autre chose. Dans l'hélicoptère, Simone tenait encore le journal que nous avions trouvé, celui de Sam. Les mots griffonnés à la hâte racontaient la vérité que nous avions refusé de voir. Les bonbons que nous avions tous mangés cette semaine n'étaient pas ce qu'ils semblaient être. Ils contenaient des fragments de naturel et de non naturel, des restes humains. Une expérience cannibale dissimulée derrière la façade innocente d'Halloween. Je crois que personne n'a vraiment parlé pendant le vol.
Moi, je repensais à chaque friandise avalée, à chaque rire de ces derniers jours. Nous avions dévoré nos semblables sans le savoir. Et merci, Los Santos. C'était Ciel Shepard, votre voix venue d'entre les ondes et d'entre les tombes. On se retrouve très bientôt pour d'autres vérités bien maquillées ou fraîchement éthérées. Et croyez-moi, ce qui arrive sera plus lourd qu'un cercueil.